Donc oui, je vais vous présenter je vais vous présenter l'article. J'ai essayé de vraiment coller à l'article pour faciliter votre lecture si vous y penchez ensuite. Et c'était un article qui résulte d'un travail de postdoctorat que j'ai mené avec Mathieu Capitaine à la VT AgroSup, Marianne Serre et Mourad Anachi, qui sont du SAT. Et dans ce postdoc, je me suis intéressé à la mise en œuvre d'un Living Lab agricole qui est censé renouveler les rôles des acteurs au sein d'un système d'innovation existant. Et donc, le cas d'étude était en France, dans la région, dans la plaine de Limagne, en Auvergne. Donc, je me suis dit, comme je vais rentrer dans du détail, parce que je voulais quand même vous montrer de l'analyse qu'on a faite, je me suis dit, je vais quand même faire une diapo au départ où je dis c'était quoi ma démarche et c'est quoi les messages principaux. Comme ça, si ça vous intéresse pas, vous pouvez partir tout de suite. Et puis, ça me permet de donner un résumé de l'ensemble pour qu'après, vous soyez peut-être moins perdu quand je vais donner des détails de soit du cadre d'analyse, soit des résultats. Donc, ce qui nous intéressait, c'était que les principes des Living Labs ils insistent toujours, même s'il y a plein de définitions, sur des rôles des usagers qui sont partie prenante dans une co-création qui a lieu par de l'expérimentation dans des contextes réels. Et nous, on se disait, mais qu'est-ce que ça veut dire ça dans le cadre d'un Living Lab qui se veut en plus spécifiquement agricole et à une échelle territoriale. Et ça posait pour nous des questions qui sont vraiment liées au rôle. Et pour les rôles dans les Living Labs, la littérature donne des typologies fines ou des analyses de comment les rôles sont maintenus ou mobilisés consciemment dans des plateformes d'innovation. Mais à chaque fois, cette littérature donne l'impression que les rôles ils sont conscients, ils sont attribués volontairement et délibérément aux autres et à soi-même. Et ils sont caractérisables indépendamment de l'expérimentation ou d'un processus d'innovation spécifique. C'est-à-dire, on peut définir ce qu'est un usager co-créateur dans un Living Lab indépendamment d'un cas spécifique et de la description du processus d'expérimentation. Et donc, moi, nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment ça se construit, d'autant plus dans un cas où un Living Lab agricole ne se construit pas dans rien. Il y a de l'existant, il y a des acteurs, il y a des systèmes d'innovation existants. Du coup, nous, on analyse dans cet article comment les rôles des différents acteurs et leur mise en œuvre effective se construisent au cours du développement d'un Living Lab. Du coup, un Living Lab ici agricole en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une analyse que j'ai menée en interaction avec des personnes avec qui on travaillait, mais par une immersion de long terme, qui a permis d'analyser les pratiques et les discours des différents acteurs dans le processus d'innovation et en particulier d'avoir une analyse des représentations que ces différents acteurs portent, et puis des infrastructures sur lesquelles ils s'appuient, et de voir comment ces différentes choses étaient impliquées ou contribuaient à la construction effective de rôles des différents acteurs, et en particulier dans l'article, on s'intéresse plus au rôle des agriculteurs, mais on aurait pu faire de l'analyse sur le rôle des conseillers, par exemple. Ce qu'on montre, c'est qu'il y a des visions divergentes. Euh, bon, ça, c'est pas une grosse surprise, mais surtout qu'elles sont non discutées et qui des visions divergentes qui concernent les alignements entre les visions, enfin, entre les représentations du territoire, les représentations du modèle d'innovation visé, c'est quoi un Living Lab, qu'est-ce que ça devrait être, et puis les représentations des rôles des agriculteurs ou agricultrices. Et le fait que ces divergences soient non discutées limite la manière dont on va s'intéresser et l'intensité avec laquelle on s'intéresse aux infrastructures. Et nous, c'est ce qu'on essaye de montrer vraiment précisément dans ce cas-là. Et ça implique différentes choses sur les enjeux de compétences pour l'expérimentation et la gouvernance pour la mise en œuvre d'un Living Lab, où vraiment on vise une redistribution des rôles des différents acteurs pour renouveler la manière d'expérimenter et d'innover. Donc voilà, c'est un peu de tout ça que je vais parler. J'espère que dans cette diapo, j'étais assez concret pour faire comprendre de quoi ça parle. Donc pour l'introduction, je repars quand même de ce que c'est qu'un Living Lab. Un Living Lab, c'est, enfin, très rapidement, c'est opposé à d'autres formes d'innovation par le fait que c'est dans des contextes très réels et puis avec une implication active des usagers. Et du coup, en ça, c'est opposé, par exemple, à l'opposé sur les deux gradients au focus group ou aux enquêtes auprès d'usagers. Donc, je ne vais pas plus loin, mais c'est voilà, ce type d'opposition qu'on peut faire. Et le Living Lab, dans les différentes définitions qu'on trouve dans la littérature, il fait toujours ressortir
un accent sur la co-création, un accent sur le fait que le processus doit être porté par des usagers. Le terme est très couramment utilisé, avec différentes définitions, des partenariats publics, privés, académiques et citoyens. Et puis, il y a toujours l'idée que le Living Lab permet une expérimentation en contexte réel d'usage. Moi, ce qui m'intéresse dans le fait de traduire ces modèles d'innovation dans le cadre de systèmes d'innovation territoriaux et agricoles, c'est comment les principes de portage par les usagers et d'expérimentation en contexte réel vont redéfinir des rôles, des rôles des acteurs agricoles dans l'expérimentation ou dans l'innovation. Donc, comment on s'est intéressé à ça? D'une part, en prenant l'idée que les rôles, ce qu'on peut appeler rôles, implique qu'il y a une manière d'être, enfin, une stakeholderness, donc une propriété d'être considéré légitimement concerné. Donc, pour avoir un rôle, il faut être légitimement concerné. Et pour certains auteurs et qui nous ont inspiré dans ce travail, le stakeholderness, c'est toujours une résultante d'un processus participatif. Donc, c'est pas, on a choisi d'aborder le rôle comme quelque chose qui résulte du processus lui-même. Donc, c'est un retournement qui ensuite explique comment on s'est intéressé à ça. Et titre territorial, le fait que ce soit territorial est aussi rentré dans la manière dont on choisissait d'analyser ça. Souvent dans les littératures, le lieu est soit peu questionné, soit parfois mentionné comme une ressource. Dans les Living Labs urbains, la ville est une ressource dans le sens où il y a une concentration d'acteurs, de compétences, de ressources, d'infrastructures. Et puis parfois, le territoire est mentionné comme dans le sens de création d'un sense of place. Donc un Living Lab va permettre de créer ce sense of place qui va caractériser ensuite les innovations qui vont s'y développer. Mais dans le cadre et puis dans le cadre des agro-écosystèmes Living Lab, on parle d'une connexion avec la nature et le système vivant. Donc à ce endroit-là, un territoire très biophilique, on va dire. Mais ce territoire, il est rarement abordé comme ce qui est déjà existant en termes de système d'innovation. Et du coup, là, c'était là qu'on se posait vraiment une question, c'est comment un living lab territorial est finalement un nouveau dispositif développé en relation avec un système d'innovation agricole existant. Et ça nous amène à l'objet d'étude qui est le développement, vraiment le développement dans son décours, dans son processus d'un living lab agricole, censé redistribuer les rôles entre acteurs dans un système d'innovation et un territoire donné. Et quelles questions on va avoir précisément? Pour ça, je décris juste le fait que dans la littérature, et quand même sur les Living Labs, il y a des choses qui existent sur les rôles. Donc, comme je disais dans mon résumé au départ, il y a des typologies très spécifiques des rôles, et notamment pour les usagers. On distingue testeur, contributeur, co-créateur. Tout ça, il y a des noms à chaque fois qui sont discuter, mais il y a des typologies qui sont très fines, très nuancées sur si la personne fait ça, on va lui attribuer tel rôle générique, quoi. Il y a des travaux aussi qui associent le fait que des acteurs prennent tel rôle dans le Living Lab avec l'innovation qui en sort. Par exemple, Eminen et ses collègues en 2015 montrent que des Living Labs où des usagers prennent le rôle de co-créateurs ont plus de chances d'avoir des innovations radicales qui en sortent. Dans les plateformes d'innovation, des mobilisations des relations de pouvoir ont été montrées, permettent de stabiliser des rôles et les représentations des rôles qu'on a pour soi et pour les autres. C'est des choses que Turner et ses collègues ont montrées. Mais à chaque fois, dans ces apports de la littérature, on voit mal comment ces rôles se construisent. C'est-à-dire, dans tous les cas, c'est des attributions de rôles ou mobilisations de pouvoir et de ressources qui sont conscientes ou délibérées. Et finalement, on voit le rôle, on peut le décrire, il est précis, ou il est... et puis on voit ce qu'il produit, le type d'innovation, etc. Mais on voit mal comment il s'établit, comment on fait en fait pour que ces rôles soient effectivement les rôles que les acteurs ont, que les agriculteurs dans le Living Lab agricole ont vraiment. Du coup, la question qu'on avait, c'était comment dans le processus d'innovation en lui-même,
construit ses rôles dans le cas d'un Living Lab territorial, dans le cas de l'objet d'étude que je décrivais juste avant. Donc ça, c'était vraiment notre question au départ. Et le cadre d'analyse auquel qu'on a progressivement mobilisé, qui s'est avéré utile pour analyser ça, c'était celui d'objets frontières, donc Boundary Object, de Starr et ses collègues, qui est en fait défini, genre, je suis très rapide là-dessus, pour ceux qui connaissent et qui iraient plus en détail, mais c'est un objet qui permet, ces personnes ont proposé ce concept pour parler de ce qui permet à des acteurs divers, donc des administrateurs, gestionnaires, chercheurs, amateurs, citoyens, de travailler ensemble autour d'une représentation, enfin d'un objet commun dont ils ont éventuellement des représentations qui sont en accord avec leurs contraintes, avec leur monde social, mais qui permettent quand même de coordonner des actions et de s'appuyer sur des infrastructures communes. Et ces objets frontières, ils ont deux caractéristiques principales, c'est qu'ils ont une flexibilité d'interprétation, donc il y a des représentations partagées, mais qui correspondent quand même aux différents mondes sociaux qui interagissent autour de l'objet. Et c'est des objets qui s'appuient sur un minimum d'infrastructures, des infrastructures qui sont à la fois les structures de connaissances, les normes, les outils de communication, et ces infrastructures, elles sont souvent invisibles, enchâssés dans les objets ou dans les relations et incorporant les standards et les routines, qui sont aussi les standards et routines des formes des régimes d'innovation, des formes d'action usuelles entre les acteurs. Juste pour décrire comment nous, on s'est intéressé à cette caractéristique de flexibilité d'interprétation, on l'a appliqué au Living Lab territorial agricole en disant que ces interprétations, elles concernent du coup différentes choses, le territoire, le modèle d'innovation Living Lab et puis les rôles, en disant que c'est derrière ces différents éléments et leurs interactions qu'on allait comprendre comment s'établit la flexibilité, enfin, quelle est la flexibilité d'interprétation et est-ce qu'elle fonctionne ou pas? Est-ce qu'elle permet vraiment aux acteurs de travailler ensemble et de faire quelque chose de nouveau? Le territoire, il y a des représentations du territoire qui concernent les formes de diagnostic dont on a besoin, les manières de le définir et le délimiter, et puis manière de caractériser la diversité, les différentes diversités qui sont dans ce territoire. Le modèle Living Lab, on cherchait derrière quelle est la représentation normative de ce que doit être le Living Lab. Donc déjà, quel est le sens de donner à Living Lab, aux usages qui sont un principe central de l'attention au centre du Living Lab, et puis du rapport au système d'innovation existant. Et les rôles, on parle des rôles des usagers, mais du coup, on s'est intéressé aux différentes manières de parler des rôles déclarés et du sens d'une implication en amont constante des usagers dans le processus d'innovation. Donc voilà, je décris ça juste pour dire, on avait quand même des guides pour suivre quelles sont les interprétations et autour de quels enjeux s'établit la flexibilité d'interprétation de cet objet. Donc là, je vous présente le cas d'étude j'essaie d'être. Enfin voilà, le cas d'étude, c'était le laboratoire d'innovation territoriale Grande Culture en Auvergne. Donc sur leur site internet, c'est le premier Living Lab agricole en France. C'est un Living Lab qui a été initié en 2016, un peu en même temps que la sortie du rapport Agriculture Innovation 2025. Et c'est un Living Lab qu'on peut considérer comme toujours en construction. Donc nous, ça nous intéressait d'avoir un Living Lab à la fois avec un petit peu de passé, mais toujours en construction, selon les dires de ses acteurs principaux. Les acteurs principaux, c'est la coopérative des Magrins, le pôle de compétitivité VGP Vallée, les instituts de recherche et instituts techniques et d'enseignement dans la région. Il était explicitement voulu territorial, donc c'est à la fois dans le titre du Living Lab, mais aussi dans les discours des acteurs dans sa publicité, avec un ancrage explicite dans le contexte agricole. Il y avait des acteurs influents du système d'innovation qui en sont à l'origine. Ce n'est pas un Living Lab qui était initié par des acteurs complètement nouveaux dans le système d'innovation local. Donc ça nous intéressait aussi. Est-ce que
le concept de Living Lab redéfinit la manière de travailler de ces acteurs. Et il y a une revendication de la place centrale des agriculteurs, c'est-à-dire, ce que je voulais dire avec ça, c'était que ce n'était pas des gens qui ils utilisaient le terme Living Lab, pas comme, enfin, mais avec vraiment l'argumentaire derrière qu'ils voulaient mettre au centre du processus d'innovation les agriculteurs. Le dernier élément qui était pour nous intéressant dans ce cas-là, c'était qu'il y avait des collègues locaux qui connaissaient aussi bien le territoire et les processus d'innovation agricole avant l'apparition du Living Lab. Autre chose que je voulais présenter pour vous faire saisir la réalité de ce cas d'étude, c'était de suivre dans les différentes composantes de ce Living Lab le trajet d'un projet. Donc, ce graphique, il vous permet à la fois il me permet à la fois de décrire le parcours d'un projet ou de ce qu'on appelle un projet dans ce Living Lab, et puis les différentes instances, groupes d'acteurs, événements qui constituent l'activité concrète de ce Living Lab. Donc, désolé, il est en anglais, mais donc je vais suivre rapidement le trajet que je propose de faire avec cette figure. C'est que dans le fonctionnement de ce Living Lab, il y a un ensemble de projets, de promoteurs de projets, donc de gens qui peuvent, n'importe qui, proposer des projets, qui soumettent sous la forme d'un formulaire qui est disponible sur le site, un projet qui passe d'abord dans les mains de deux animatrices, qui ensuite le transfèrent à un comité d'orientation stratégique, qui est un petit comité de personnes représentantes des différentes instances ou organisations qui composent le Living Lab que j'ai présenté juste avant. Ensuite, cette première proposition de formulaire, sous la forme d'un formulaire, est évaluée. Et l'évaluation par le comité d'orientation stratégique, donc je ne sais pas si on voit ma souris, mais revient aux animatrices qui ensuite invitent ou pas les promoteurs de projets à participer à ce qui s'appelle un comité d'agriculteurs, où ces personnes qui proposent des projets sont invitées à pitcher le projet euh, avec au milieu d'une dizaine de projets dans la même journée. Et suite à ce comité d'agriculteurs, si le projet reçoit des commentaires favorables, si des agriculteurs ou agricultrices disent être intéressés, il peut y avoir un projet, un groupe, alors ce que j'ai appelé Active Project Group, un groupe qui se constitue autour du projet et qui va ensuite avoir une activité un petit peu indépendante, c'est ce que je signifie par cette flèche en pointillé, à la fois du comité d'orientation stratégique et de l'animation. Ce qui gravite autour de ce parcours principal, ce sont des objets qui permettent de fixer le fonctionnement et les règles du Living Lab, et puis des événements plus ponctuels qui sont à la fois des événements à destination des citoyens, et puis des réunions du comité d'orientation stratégique, donc ponctuelles mais régulières. Je mettais mon flux, ça a évolué tout au long de mon analyse, mais c'est quand même des événements réguliers. Donc voilà, je ne vais pas passer beaucoup plus de temps, mais c'est copieux, mais c'est important de vous présenter ce que c'est que le processus qui finalement est un peu constitutif de ce Living Lab, puisqu'après je rentre dans ce processus que par des exemples, donc si vous n'en aviez pas une vision d'ensemble, vous ne pouviez pas forcément comprendre. Donc le premier type d'analyse, c'était sur les visions et les représentations, donc ce triptyque que je mettais entre le territoire, le modèle d'innovation et les rôles. Et ce que je vais essayer de faire là, c'est avec quelques éléments d'observation, de terrain, d'analyse, vous faire comprendre comment je construis différents alignements entre ces représentations et comment j'analyse leurs divergences. Donc, il y en a une première qui était surtout dans les discours et le site internet, qui apparaît, enfin, donc il y a des termes qui apparaissent comme le fait de faire de la région agricole une zone d'excellence en grande culture, pionnière en Europe.
Un membre du comité stratégique qui dit que ce qui est intéressant dans le Living Lab, c'est de pouvoir revendiquer une position de leader sur la manière d'innover, sur la manière de mettre en œuvre la méthode Living Lab. Et puis, ce qui apparaissait aussi dans ce Living Lab, c'était où, avec l'idée de construire un Living Lab, c'était qu'il y avait quelque chose que les concurrents n'ont pas, que nous avons, c'est le fait d'être une coopérative et d'avoir le lien avec les adhérents. Donc, j'ai trouvé le Living Lab génial parce que c'est une façon de se démarquer de nos concurrents, une façon moderne et efficace d'innover. Donc, ce qui se dessine derrière ça, et ce qui se traduisait aussi dans les actions et ou ce que les acteurs du comité essayaient d'orienter, c'était un Living Lab comme un facteur d'accélération et de démarcation dans un monde d'innovation compétitive, qui se basait sur une représentation du territoire qui était avant tout prospective. C'est un lieu au futur d'excellence et leader, et qui a des particularités qui ne sont pas vraiment reliées finalement aux initiatives ou aux enjeux existants sur le territoire. C'est dans cette vision-là ou dans ces représentations-là, on n'a pas forcément besoin d'un diagnostic du territoire au départ. Et les rôles suggérés, c'est ceux d'un agriculteur, surtout pour les agriculteurs ici, les agricultrices, facteur d'efficience. Le fait qu'ils participent a une valeur en soi pour différencier la méthode d'innovation. Donc voilà, dans les discours et dans les manières d'organiser différents événements se construisait, par exemple, cette première vision, cette première interprétation. Une deuxième, je vais aller plus vite, mais c'est pour là, j'essaie vraiment de vous montrer comment se construisait l'analyse pour pas vous balancer juste un tableau à la fin, mais il y a un membre du comité stratégique qui a proposé quand même un diagnostic sociotechnique et des initiatives sur le territoire pour construire une identité du territoire, qui s'est opposé finalement dans les discussions à une volonté de rester très large sur les thématiques pour ne pas perdre d'attractivité du Lingam. Il y avait aussi le fait que discuter soit de manière très implicite, soit parfois évoqué en lien avec les événements citoyens à destination des citoyens, le fait que le territoire est porteur de tensions entre les acteurs agricoles et non agricoles. Et puis, l'idée que certains membres du comité stratégique voulaient aussi que les porteurs les événements auprès des citoyens soient aussi des moments sur lesquels les habitants du territoire puissent aussi se sentir concernés par le vide, le liminal, et éventuellement proposer des projets d'innovation. Donc, ces différents éléments construisaient un alignement complètement différent entre ces représentations du Living Lab comme une possibilité de contribuer à reconstruire des liens entre les acteurs au sein du territoire via des projets d'innovation. Le territoire, il était actuellement, et sous forme avec un diagnostic tacite, mais porteur de tensions socio-professionnelles. Et puis, les agriculteurs et agricultrices étaient finalement considérés comme des citoyens avant tout, mais agricoles, et du coup potentiellement promoteurs d'initiatives et de projets d'innovation avec d'autres acteurs. Donc voilà, là je vous ai montré comment se construisent, comment on peut analyser les représentations à la fois du territoire et du Living Lab, les rôles que ça suggère dans les discours ou les événements du Living Lab. Dans l'ensemble de l'analyse, j'arrive nous arrivions à distinguer 5 alignements différents comme ça. Je ne vais pas tous les redéfinir, vous pouvez les redécrire, je n'aurai pas le temps, mais vous pouvez trouver ça dans l'article. L'idée que j'avais derrière, et c'est pourquoi j'ai choisi ce que j'ai choisi dans les 2 diapos précédentes, c'était bien de montrer que les rôles qui sont suggérés pour les agriculteurs et agricultrices sont très différents, et que ce qu'on va organiser comme activité, comme manière d'innover et comme manière d'expérimenter est potentiellement différent selon qu'on suit plus l'une ou l'autre de ces représentations. Alors, le fait qu'il y ait 5 représentations divergentes, c'est pas forcément un problème. C'est même normal quand on met ces acteurs ensemble. C'est potentiellement utile. Et c'est justement une des idées derrière le concept d'objet frontière, c'est de comprendre comment un objet permet à des acteurs de travailler ensemble, mais en ayant des représentations potentiellement divergentes qui permettent de conserver leur code, leurs contraintes, le sens qu'ils donnent à certains objets, etc. Mais ici, finalement, le Living Lab en lui-même a du mal à devenir un de ces objets frontières, a du mal à devenir ce qui permet à ces acteurs de travailler ensemble.
Il y a peu de construction de l'objet pour coordonner les actions entre ces représentations. Elles sont très rarement discutées et on discute rarement du sens qu'on donne au territoire. Le diagnostic du territoire est quelque chose discuté récurremment tous les 2 mois dans le comité d'orientation stratégique, mais un peu enfoui et non tranché. Et puis, les rôles différents, voire incompatibles, qui sont suggérés, ne sont pas non plus complètement abordés. Ce n'est pas quelque chose qui émerge comme un problème et qui est discuté dans le déminable. Et du coup, ça nous pose des questions. En fait, le fait que ces représentations divergentes limitent la capacité ou la volonté à questionner les infrastructures du système d'innovation nous pose des questions. En fait, enfin, j'ai grillé une étape, c'est que la divergence des représentations et le fait qu'il y en ait qui soient peu discutés nous pose des questions. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait du mal ça bloquait des traductions en des choses concrètes en disant, bah voilà, puisqu'on a cette représentation, on va organiser les projets ou des réunions de cette manière-là. Et donc, on s'est dit, ben, on va analyser plus ça. On va analyser comment cette divergence de représentation fait qu'on n'adresse pas vraiment les problèmes qu'il y a sur les infrastructures sur lesquelles on s'appuie, les méthodes, les manières de faire, les activités sur lesquelles on s'appuie. Donc, c'est le sens de la deuxième partie de l'analyse, hein, sur laquelle je vous présente rapidement 2 exemples. J'ai mis les 3 dans la présentation, mais je n'aurai pas le temps. Donc, juste des exemples qu'on décrit plus dans l'article, mais de ce qu'on observe et ce qu'on décrit comme une infrastructure peu questionnée et qui vient finalement bloquer la construction d'un processus de l'éminable et des rôles qui sont, qu'on aimerait construire dans ces l'éminable. Le premier, c'était l'exemple de ces comités d'agriculteurs que je vous ai décrit. Alors, j'ai repris le même figuré, mais c'est un peu les comités d'agriculteurs qui sont c'est les acteurs du LIT qui les appellent comme ça, qui voudraient que ce soit donc qui sont argumentés comme le pilier qui fait que l'activité du LIT est vraiment l'activité d'un living lab agricole. Et ces comités d'agriculteurs, ce sont finalement des réunions où les invitations sont envoyées idéalement à tous les agriculteurs et agricultrices du territoire et dans lesquels les promoteurs de projets viennent pitcher leur projet pour avoir des retours, pour avoir le feedback des agriculteurs. C'est la description et les termes de Living Lab, des acteurs de Living Lab. Sauf que, en fait, cette nouvelle organisation de réunion, euh, ce- la nouveauté de ce type de réunion, elle n'est jamais explicitée. On ne dit pas dans l'invitation ce qu'on aimerait y faire par rapport à des réunions qui peuvent exister dans le système d'innovation existant. Il y a déjà des groupes d'agriculteurs avec leurs conseillers qui invitent un expert, un chercheur sur telle ou telle question, ou bien des privés qui ont un projet. Donc, la nouveauté de ce type de réunion n'est pas expliquée. Et le statut même de ces réunions vis-à-vis du Living Lab est pas non plus explicité et pas très clair, même pour le statut le comité d'orientation stratégique. Et du coup, il est diversement interprété par les acteurs qui participent. Et je donne l'exemple d'un porteur de projet qui était qui était directeur local de la LPO et qui, à l'issue d'une réunion, j'ai un entretien avec lui, il me dit, eh ben, je pensais que ça, la réunion, le comité des agriculteurs, c'était un comité de pilotage du LIT, c'est-à-dire c'était les comités, les réunions dans lesquelles on oriente les activités du LIT et on fait un état sur les activités, etc. Donc forcément, avec cette idée, il ne présentait pas forcément le projet de la même manière et il ne voyait pas forcément l'événement comme il faudrait. Un autre élément qui était révélateur, c'était que des conseillers ou des conseillères étaient envoyés par leur groupe pour collecter les avancées intéressantes. Donc en fait, les organisateurs du LIT voulaient que ces comités d'agriculteurs soient des espaces où les agriculteurs sont présents de manière privilégiée et peuvent interagir et discuter surtout des projets selon leurs attentes et leurs besoins. Et en fait, la mauvaise explication de l'intention de ces comités d'agriculteurs faisait que des fois, c'était juste les conseillers et conseillères qui venaient. Et c'était aussi lié à la formulation de l'invitation, suggérant des rôles d'informateurs et de testeurs aux agriculteurs. Alors, je la mets ici en citation, mais c'était
un élément qui justement faisait que l'infrastructure vraiment qu'on essaye de construire nouvellement était pas vraiment efficace et n'était pas ce qu'on voulait en faire, aussi par des aspects aussi précis que comment on formule l'invitation et qui la formule et comment on écrit ce qu'on veut faire dans cette réunion. Et du coup, finalement, ce comité d'agriculteurs ne parvient pas à créer une nouvelle arène pour délibérer sur des projets multi-acteurs. Et, finalement, et pourquoi on appelle ça une infrastructure? C'est qu'en fait, ces comités d'agriculteurs, le comité d'orientation stratégique du LIT dit bah oui, on va faire ça et ça va marcher comme ça. Mais en fait, ces comités d'agriculteurs sont finalement, auraient été finalement une nouvelle infrastructure sur laquelle le Lignab doit s'appuyer, dans le sens un nouveau type de réunion avec un nouvel argumentaire qui a un statut clair pour l'ensemble des acteurs par rapport aux autres activités qui sont déjà existantes sur les territoires et qui demande des actions très opérationnelles jusqu'à une rédaction de l'invitation qui soit conforme à ce qu'on attend de ces comités d'agriculteurs. Donc voilà, c'est ce type d'analyse qu'on visait avec ce concept d'infrastructure. Un deuxième exemple qui est peut-être euh, plus concret et agricole, c'était les outils d'échange d'informations et d'évaluation. Et après, je ne sais pas combien de temps il me reste, je ne sais pas si quelqu'un peut me dire. Une dizaine de minutes, je pense. Ok. C'est de parler moins vite. Hein. Les outils d'échange et d'information et d'évaluation appliqués dans un projet de ces systèmes de culture. Là aussi, on parle d'infrastructure pour désigner tout ce qui est manière dont on échange d'informations, dont on collecte les informations pour l'expérimentation et sur les expérimentations, et dont on procède à les outils qu'on utilise pour analyser tout ça et suivre ce qui se passe. Ici, il y avait un projet de multisite de ces systèmes de culture porté par un acteur qui est devenu membre du comité d'orientation stratégique du LIT, mais un projet qui avait démarré avant le Living Lab. Il a été rattaché au Living Lab parce qu'on disait, enfin le comité d'orientation stratégique s'est dit, c'est un projet qui reflète bien les valeurs et ce qu'on veut faire au sein du LIT. Donc l'idée de ce projet, c'était que les agriculteurs alors j'ai mis une citation de la personne qui a lancé le projet, l'idée que l'agriculteur doit être dans une dynamique collective pour pouvoir raisonner et mettre en place un système de culture innovant, c'était euh, l'argumentaire pour lequel le projet avait été proposé, l'expérimentation de système de culture proposée à un réseau de fermes qui impliquait des groupes d'agriculteurs. Ils se disaient, en fait, si c'est des agriculteurs expérimentateurs qui sont dans des groupes, les innovations vont se diffuser, ils vont pouvoir en discuter entre eux, etc. Mais la cible, c'était avant tout, donc il y avait cette idée au départ de quelque chose de dynamique, d'interactif et de collectif. Mais finalement, la cible une évaluation pluriannuelle des systèmes de culture avec un outil type critère, je ne sais plus si j'ai écrit ça correctement, mais a fait que a beaucoup orienté en fait la manière dont on se comportait sur les essais, qui va chercher les données, quelles données on collecte et comment on les utilise dans l'outil. Et puis, a été orienté aussi dans un comité technique sans agriculteurs. Mais ce qui se fait classiquement, des ingénieurs des chambres régionales d'agriculture avec les conseillers dans les chambres départementales qui sont concernés par les agriculteurs, enfin qui interagissent avec les agriculteurs expérimentateurs. Et des protocoles de collecte de données fixés. Ça, c'était lié au fait que les conseillers demandaient, dans leur interaction avec les agriculteurs qui expérimentaient, d'avoir des protocoles communs, mais de manière légitime, des protocoles communs et fixés pour se dire, bah voilà, ça ne me prend pas tout le temps, je sais exactement ce que je fais, on ne se pose pas trop de questions, on le fait. Mais du coup, ces manières d'expérimenter ont été un peu à l'encontre d'une proposition d'un bilan décisionnel annuel qui met du temps à s'imposer. Et du coup, l'idée étant, l'expérimentation, elle est aussi intéressante pour les agriculteurs pour comprendre comment le décisionnel évolue, qu'est-ce qui dévie par rapport au système qu'ils avaient conçu au départ, pourquoi il y a des substitutions de culture, etc.
mais puisqu'on s'appuie sur des conseillers qui ont des habitudes de travail, d'expérimentation, sur le protocole fixe, cette idée de construire un bilan décisionnel annuel, mais du coup, beaucoup de temps à s'imposer. Et quelque chose d'autre qui contribue au fait qu'on ne renouvelle pas beaucoup la manière d'expérimenter, c'est que le projet n'est pas suivi par les animatrices ou d'autres membres du comité stratégique du lead. C'est-à-dire le lead dit c'est un projet qui s'intègre dans nos valeurs, et qui peut être affiché dans le lead, mais il y a un très faible suivi qui ferait éventuellement dire aux acteurs de ce projet finalement, est-ce que vos agriculteurs sont considérés comme des usagers avec telle ou telle implication? Quel est le type de participation envisagée dans la suite du projet? Est-ce que le comité technique avait avec les bons acteurs? Voilà, tout ça, tout ce suivi n'existe pas. Et du coup, la conclusion moi, que je voulais... j'arrive pas à passer... Ah, si. C'était que bien que ce projet soit rattaché au LIT, il ne renouvelle pas les supports d'expérimentation collective, ce qui limite les orientations possibles des innovations et la manière de capter l'émergence. De fait, il y a eu des innovations très ponctuelles dans des systèmes testés dans les fermes. Les agriculteurs que j'ai rencontrés disaient vouloir progresser dans la technicité liée à certaines pratiques qui sont dans ces nouveaux systèmes, mais c'était des choses qui étaient très peu soit prises en compte par les manières faciles, habituelles, connues du comité technique d'organiser l'expérimentation, et qui n'étaient pas non plus encouragées par un suivi par le Living Lab. Mais parce que tout ça, encore une fois, ce sont des choses sur lesquelles l'outil d'évaluation multicritère, le comité d'orientation stratégique du Living Lab dans son ensemble, ne se dit pas que c'est quelque chose qui le concerne. Parce que ce sont des infrastructures de l'expérimentation sur lesquelles on dit il y a les moyens, il y a les habitudes, il y a les compétences. Et du coup, on ne renouvelle pas forcément. Il y avait un troisième exemple, mais qui est un peu moins, qui est plus classique et que je vous invite à découvrir dans l'article si vous voulez, qui est vraiment sur les canaux de communication et comment en fait un lead peut fonctionner à une échelle territoriale sans se donner les moyens de redéfinir la manière dont circule l'information. Donc, je vais passer sur cet exemple pour avoir le temps d'introduire les points de discussion qu'on développe dans l'article. Alors, je le fais très rapidement ici. Je suis désolé s'il y a des choses qui ne sont pas très claires ou explicites par elles-mêmes, mais j'espère que c'est plus complet dans l'article. Il y a les méthodes un premier élément de discussion, c'est que les méthodes de co-innovation sont fortement dépendantes des contextes. Ça, c'est déjà discuté dans la littérature, des contextes institutionnels, des contextes sociaux et culturels, qui correspondent aux routines, au système de connaissances spécifiques et aux relations entre les acteurs. Et puis, il y a quelques travaux qui disent quand même des choses sur le contexte en termes de pratiques d'expérimentation. Mais ce que notre travail amène à faire, c'est à mettre aussi, et au moins autant, l'accent sur les infrastructures sur lesquelles reposent les pratiques concrètes de l'innovation et du nouveau processus d'innovation qu'on essaye de mettre en œuvre. Au moins autant là-dessus que sur des questions épistémiques et relationnelles. Donc, il y a des gens qui ont énormément insisté sur les relations de pouvoir. Nous, on se dit, bah, ces relations de pouvoir s'établissent aussi sur des choses assez concrètes ou au sens d'infrastructure, même si ce n'est pas des objets très concrets, qui sont importantes à re-questionner et qui sont souvent invisibles et enchâssées dans les manières dont ça fonctionne, mais qu'il faut être capable de re-questionner et les Living Labs devraient se munir des compétences pour le faire. Il y a l'idée on discute aussi l'idée que l'interconnaissance et les habitudes de travail partagées par les acteurs à la base du Living Lab sont à la fois un atout parce que ça permet d'étouffer des conflits potentiels, d'avoir des habitudes d'efficacité dans le travail, mais c'est aussi un frein justement à ce questionnement et des transformations nécessaires dans les manières de faire, quelles soient les manières d'interagir, les manières de partager l'information, les manières de faire émerger des questions, etc. Et un autre point de discussion que je voulais afficher ici, c'était une discussion sur les compétences des acteurs intermédiaires. La littérature sur les innovation brokers identifie beaucoup
les compétences qu'il doit avoir en termes d'identification de demande, de jonction entre savoirs différents et en capitaux sociaux de mondes différents et d'acteurs différents. Mais en fait, finalement, ces acteurs intermédiaires, si, dans notre cas d'analyse, si par exemple, c'était les animatrices avaient ce rôle, il faudrait aussi que ces acteurs intermédiaires soient capables d'interpréter les effets des espaces délibératifs, des manières de faire les essais, des manières de gérer les projets, des manières de gérer la communication entre les différents publics. Il faudrait que ces acteurs intermédiaires soient capables d'interpréter les effets de tout ça sur le processus d'innovation lui-même. Et ce n'est pas les mêmes compétences, je pense. Mais bon. Et ça amène la question, est-ce que ces compétences et ces responsabilités, est-ce qu'on est capable de comprendre en quoi la manière dont se déroule une réunion a un impact sur le processus d'innovation? Est-ce que ces compétences doivent être accordées ou elles doivent être détenues par un seul type d'acteur au sein du processus? Euh, Ça, c'est vraiment une question sur laquelle j'aimerais qu'on discute, mais qui était aussi en lien avec le fait qu'on observait une très forte disjonction entre stratégique et opérationnel au sein du fonctionnement du lead Seconde Culture en Auvergne, parce que c'est des choses inscrites dans les modes de conduction de gestion de projet et d'organisation des activités dans les différentes organisations initiatrices du Lean. Et ça marche parce que voilà, c'est lié à comment on répartit les compétences, il me semble. Et ça, ce dernier point amène aussi à des discussions sur qu'est-ce qu'on appelle expérimentation et est-ce qu'on veut avoir un caractère expérimental à la démarche de l'EMILAB dans son ensemble, mais quelque chose que je vous invite à lire dans l'article plus tôt. Et du coup, la dernière diapo, c'était vraiment de la conclusion pour rappeler les choses, les messages principaux sur le fait la construction finalement des rôles au sein du Living Lab agricole résulte de multiples processus d'interaction qui sont autant intentionnels que émergents, explicites et sous-jacents, et souvent inaperçus. Et que ces processus ou cette construction de rôle fait face aux méthodes de travail établies au sein du système d'innovation existant. Donc le fait de dire le Living Lab agricole se déplace, se construit et se constitue dans un système d'innovation existant et vraiment pas quelque chose d'anodin ou de superflu à analyser. Et les infrastructures, enfin, je pense qu'on montre dans cette étude que les infrastructures impliquées dans la circulation de l'information, dans les essais collectifs, dans la gestion des projets, dans les rencontres entre agriculteurs et conseillers, doivent être questionnées ou diagnostiquées, ou en tout cas être mises en rapport avec le processus d'innovation, au même titre que les systèmes de connaissance des acteurs, les relations sociales et les positions de pouvoir. Et ces choses sont liées de toute façon, mais voilà. Et voilà, la dernière conclusion, c'était qu'il y a un intérêt à voir la mise en œuvre dans les Living Lab agricoles comme un processus et comme une expérimentation en soi, avec un caractère expérimental à différents niveaux, qui est un peu discuté dans l'article et qu'on peut continuer à discuter. Ouais, je crois que c'est ma dernière diapo.